Bon, décortiquons tout ça. Parce que on a vraiment l'impression que le monde de l'énergie traverse une métamorphose en ce moment. Une métamorphose qui est un peu silencieuse pour le grand public, mais dont la radicalité va redéfinir l'industrie continentale pour les décennies à venir. Absolument. Et aujourd'hui, notre exploration analytique se concentre très exactement sur ça, sur cette espèce de tectonique des plaques géopolitiques en Méditerranée. On a épluché une série de données, des rapports stratégiques, des analyses récentes. Et la mission de notre décryptage, elle est claire. Il s'agit de comprendre comment l'Algérie s'érige actuellement en nouveau pilier central. Presque exclusif même. Ouais, presque exclusif, de la sécurité énergétique européenne. Et surtout, on va voir pourquoi la géographie physique dicte désormais de nouvelles règles d'airain sur le marché mondial. Si on relie cela au contexte plus global, il devient d'emblée évident que ce n'est pas uniquement une question de tarification du gaz naturel ou de cotation du baril de pétrole sur les marchés à terme. C'est bien plus profond. En fait, nous assistons à une redéfinition totale des rapports de force, des équilibres stratégiques macroéconomiques entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. L'analyse des mouvements récents démontre que les calculs traditionnels, qui étaient basés sur la simple optimisation financière, tout ça est brutalement supplanté par des impératifs stricts de géopolitique. C'est la sécurité de l'approvisionnement national qui prime. C'est ça, les capitales européennes ne font plus de simples ajustements à la marge, elles revoient des doctrines énergétiques qui étaient établies depuis un demi-siècle. Alors, la genèse de cette panique structurelle en Europe, elle mérite vraiment qu'on s'y arrête un instant. Il faut imaginer le problème de base avec une analogie assez simple. C'est comme si on dépendait d'une seule autoroute. Une autoroute très embouteillée. Voilà. Une autoroute hyper embouteillée pour se faire livrer un produit absolument vital pour notre survie. Les crises successives qui ont fracturé les chaînes d'approvisionnement mondiales ces dernières années, elles n'ont pas seulement causé des pénuries temporaires. Non, ça a été un véritable électrochoc. Exactement. Un électrochoc sur la perception du risque souverain. Parce que, historiquement, le confort industriel européen s'est largement reposé sur des flux énergétiques massifs qui viennent du Moyen-Orient. Or, ces flux, ils dépendent de routes maritimes d'une extrême sensibilité. Des routes qui sont aujourd'hui menacées. Quand on observe les documents et la concentration du trafic maritime, on réalise la vulnérabilité de ces goulots d'étranglement majeurs. Je pense au canal de Suez ou au détroit de Bab el-Mandeb. Là-bas, la moindre tension menace toute l'architecture d'approvisionnement de l'Europe. Ce qui est fascinant ici, c'est l'évolution sémantique et opérationnelle de cette notion de risque stratégique à long terme. Ce n'est plus un concept théorique relégué aux cellules de prospective. Non, c'est le sujet numéro 1. C'est devenu la variable principale dans les ministères de l'économie. Il faut souligner la multiplication récente des déclarations de cas de force majeure concernant des installations vitales dans les pays du Golfe. Les analyses mentionnent spécifiquement, et à plusieurs reprises, des acteurs majeurs comme le Qatar et le Koweït. C'est la fin d'une époque, en fait. Totalement. Lorsqu'un marché intègre que des fournisseurs de cette envergure sont matériellement parlant dans l'incapacité d'honorer des contrats long terme à cause d'événements géopolitiques, la prime de risque explose. Le vieux paradigme du flux tendu énergétique mondialisé y s'effondre. Et face à cette instabilité chronique au Moyen-Orient, le calcul de l'Europe a dû changer d'échelle. On ne cherche plus le fournisseur le moins cher là tout de suite. Il s'agit de garantir qu'une usine métallurgique en Allemagne ou un grand complexe chimique aux Pays-Bas puisse physiquement continuer à tourner l'hiver prochain. Et c'est là que la géographie revient en premier plan. Exactement. Cette dépendance lointaine est devenue un risque inacceptable. Et dans ce vide, l'Algérie s'est imposée avec une évidence presque mathématique. Sa proximité géographique immédiate en fait l'option la plus réaliste et la plus sécurisée. La géographie opère un retour en force spectaculaire. Durant les années d'hypermondialisation, on avait cette illusion que le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, transporté par navire depuis l'autre bout du monde, offrait une flexibilité absolue. On pensait que les distances ne comptaient plus. C'est ça. Mais aujourd'hui, la sécurité se mesure à nouveau en kilomètres et en tuyaux physiques. L'Algérie bénéficie d'une rente de situation exceptionnelle grâce à ses réseaux existants de gazoducs transméditerranéens. C'est un cordon ombilical direct. Oui, un lien direct avec le marché européen. Ça offre une garantie de continuité qui contraste radicalement avec la vulnérabilité du trafic maritime mondial, qui est tout le temps soumis aux blocus ou aux primes d'assurance délirantes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette prise de conscience de la vulnérabilité européenne, elle n'a pas du tout déclenché une réponse unifiée de l'Union. Pas du tout. C'est plutôt une course de vitesse bilatérale. Le bal diplomatique actuel révèle des stratégies nationales très divergentes. Le chacun pour soi. En gros, oui. Et l'observation des mouvements récents met un énorme coup de projecteur sur l'agilité de l'Italie.
Le virage opéré par la diplomatie de Rome, notamment par le gouvernement de Giorgia Meloni, c'est d'un pragmatisme redoutable, Ils ont été très rapides. extrêmement rapide. Pour l'Italie, il n'est plus question d'acheter du gaz de secours au jour le jour. L'approche, c'est de verrouiller l'Algérie comme partenaire stratégique exclusif sur le très long terme. L'Italie a parfaitement assimilé que la sécurité énergétique ne s'achète plus seulement avec des chèques, mais avec des garanties politiques et des accords de co-développement industriel. Les séries d'accords bilatéraux que Rome a conclus récemment ne se limitent pas à de simples volumes d'importation. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça englobe le développement conjoint d'infrastructures lourdes et la planification stratégique. C'est une fusion d'intérêts d'État à État. Ce qui met en lumière, par contraste, la situation de la France. L'analyse factuelle des documents montre une dynamique complètement opposée. Et là, on garde une neutralité absolue, mais les rapports indiquent une marginalisation progressive de la France dans cette nouvelle architecture énergétique au profit de ses concurrents directs. L'observation stricte de la géopolitique confirme que la France paye aujourd'hui le prix mécanique de ses choix diplomatiques passés. Dans l'industrie lourde de l'énergie, les contrats colossaux ne se signent jamais indépendamment du climat politique. Il faut de la confiance. La confiance institutionnelle, c'est la clé de voûte. Et la détérioration des relations politiques a naturellement réduit la capacité des groupes français à s'imposer sur les grands projets algériens. Ce recul se traduit par un accès restreint aux nouvelles sources d'approvisionnement, ce qui isole la France. Mais l'Italie n'est pas seule dans cette danse. On observe un vrai effet domino en Europe. D'autres grandes puissances industrielles sont contraintes de réévaluer leur stratégie en urgence. L'Allemagne, par exemple, dont le modèle reposait sur l'énergie russe bon marché, opère un pivot douloureux vers l'Afrique du Nord. L'Espagne aussi. L'Espagne essaie de capitaliser sur ses propres connexions physiques existantes, et la Belgique se bat pour maintenir son statut de hub gazier. Toute l'Europe se bouscule. Ce qui engendre une compétition féroce. Quand Berlin, Madrid et Rome convergent simultanément vers les mêmes centres de production algériens, la pression sur l'offre devient gigantesque. Et cette asymétrie entre une demande européenne paniquée et une offre algérienne très prisée renverse totalement le rapport de force. Et ça nous amène directement au coup de maître de l'Algérie. Il y a un changement de paradigme fondamental. L'Algérie ne se contente plus d'être un simple vendeur de gaz qui subit les prix du marché. Non, elle dicte ses propres conditions aujourd'hui. Exactement. Elle dicte les règles du jeu. L'Algérie exige désormais de ses partenaires européens qu'ils deviennent des co-investisseurs. L'accès aux nouvelles réserves est conditionné par des investissements massifs dans son secteur énergétique, spécifiquement dans les capacités de ses entreprises nationales. Sonatrach et Sonelgaz. Principalement oui. La sécurité énergétique de l'Europe a un prix industriel, et ce prix correspond au financement de la modernisation de l'appareil productif algérien. Et les chiffres mentionnés dans les rapports sont colossaux. On parle d'un plan d'investissement de près de 100 milliards de dollars. Sur 5 ans, 100 milliards sur les 5 prochaines années, oui. C'est faramineux. Cet argent est destiné à l'exploration, à l'augmentation de la production, mais surtout, et c'est le point clé, au développement de nouveaux gazoducs sous-marins vers l'Europe. c'est un choix géopolitique très fin de privilégier les gazoducs sous-marins au détriment du développement exclusif du GNL. Le GNL, ça demande des usines de liquéfaction très onéreuses et ça reste exposé aux aléas maritimes. Sans parler de la concurrence asiatique. Tout à fait. Un gazoduc, à l'inverse, demande un investissement initial massif, mais offre ensuite une sécurité de flux presque inviolable. Construire un gazoduc sous-marin, c'est créer une interdépendance physique lourde. C'est ça, ça enchaîne littéralement les deux continents. Ça montre une intégration économique et physique sans précédent. La survie d'une usine en Allemagne est maintenant soudée à un champ gazier dans le Sahara. L'Algérie transforme ainsi une opportunité temporaire en un avantage structurel permanent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, sur le plan financier mondial? Parce que les prévisions des experts en énergie concernant l'instabilité du Golfe font froid dans le dos. Les scénarios étudiés modélisent une flambée potentielle des prix. Oui, on parle d'un baril de pétrole qui pourrait grimper à 120, voire 150 dollars si les crises s'aggravent au Moyen-Orient. C'est un scénario cauchemardesque pour l'industrie européenne. Un choc inflationniste terrible pour l'Europe, oui, mais pour l'Algérie, ce scénario de prix élevé agit comme un multiplicateur de puissance spectaculaire. Une telle rente offre à Alger une marge de manœuvre financière énorme. Une manne financière pour lancer des méga-projets. Exactement. Cela permet à l'Algérie de consolider son économie, d'autofinancer son développement technologique et de s'affirmer comme l'hégémone économique incontestée en Afrique du Nord. Et ça crée un contraste régional d'une brutalité inouïe, d'après les sources. Ça modifie tout l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord.
Une véritable fracture énergétique. Pendant que l'Algérie s'enrichit et se positionne stratégiquement au centre du jeu, d'autres pays de la région font face à des défis écrasants, juste pour assurer leurs propres besoins énergétiques. Ils subissent des pressions budgétaires extrêmes à cause des prix mondiaux. Les États voisins qui demeurent des importateurs nets d'énergie se retrouvent structurellement vulnérables. L'accès sécurisé à l'énergie, doublé de la capacité de l'exporter, redevient le marqueur absolu de la puissance étatique dans cette région. L'Algérie déploie une influence diplomatique écrasante sur son environnement immédiat grâce à cela. Donc, si on synthétise notre exploration d'aujourd'hui, l'idée maîtresse est frappante. Le marché mondial de l'énergie ne répond plus seulement à la loi de l'offre et de la demande. C'est devenu un échiquier où la géopolitique et la sécurité physique priment sur tout le reste. Le marché libre a laissé place à la sécurisation nationale. C'est ça. Et au centre de ce nouvel échiquier, l'Algérie est désormais un acteur totalement incontournable de la survie industrielle de l'Europe. D'ailleurs, la création de ce bloc fermé en Méditerranée occidentale soulève une réflexion conceptuelle assez vertigineuse pour l'avenir. L'Europe et l'Algérie se lient physiquement par des gazoducs massifs et des investissements de 100 milliards de dollars, construisant une interdépendance lourde autour des énergies fossiles. Un mariage de fer et d'acier. Oui, mais cette dépendance mutuelle en matière d'infrastructures lourdes finira-t-elle par effacer les frontières politiques traditionnelles de la Méditerranée ou bien créera-t-elle à l'avenir une nouvelle forme de vulnérabilité géopolitique si les priorités environnementales européennes viennent à changer soudainement et radicalement? Que feront-ils de ces pipelines dans 30 ans? C'est une excellente question et ça ouvre des perspectives de réflexion immenses sur la transition énergétique et la diplomatie. Décortiquer un sujet aussi complexe et crucial a été un véritable plaisir, tant l'intrication entre les infrastructures lourdes et la macroéconomie mondiale est fascinante à observer de près. Cette métamorphose silencieuse n'a visiblement pas fini de redessiner nos cartes.